retour des vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Pilastre et René Chiche. C'est le grand débat des vraies voix, le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui peine à avancer. Ça patine à l'Assemblée nationale ces dernières heures. L'opposition se chamaille. Un article sur 20 a pour le moment été adopté. Seulement 4 amendements qui sont passés. Projet de loi sur le pouvoir d'achat. Les députés doivent-ils trouver des compromis? Vous dites oui à 63% sur le compte Twitter de Sud Radio, puis vous nous appelez pour réagir. On va vous entendre dans quelques minutes au 0826 300 300. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Président de CAP et enseignant à Sciences Po. Caroline Pilastre qui est avec nous. René Chiche. J'aimerais qu'on écoute juste avant Stéphane Rosès, le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, qui fustigeait hier ses collègues de la France Insoumise sur la prime Macron qu'ils appellent la prime en fumage. On l'écoute. Collègues de la France Insoumise, sincèrement, j'ai honte pour vous. L'amendement que vous déposez, seulement le deuxième, il aura fallu seulement 2 amendements pour voir votre vrai visage. Vous n'êtes pas là pour faire avancer le droit des travailleurs, vous n'êtes pas là pour faire avancer le pouvoir d'achat, vous êtes là pour faire un petit jeu avec le roi Macron. Vous êtes les bouffons rouges du roi Macron. Et vous sortez du marxisme. Vous sortez du marxisme de bas étage, cousu de fil rouge, pour faire passer vos bofonneries comme des propositions. C'est une honte de ne pas avoir voté l'amendement des Républicains parce qu'il rendait un peu de pouvoir d'achat. Et fut un temps où la gauche, notamment dans les Hauts-de-France, se battait pour ramener le plus possible de pouvoir d'achat, y compris quand c'était des petits pas. Et en refusant les petits pas pour faire votre cirque, vous faites honte à la classe des travailleurs et vous faites honte à cette assemblée qui a besoin de rendre de l'argent aux Français. Et voilà donc pour la déclaration hier à l'Assemblée nationale de Jean-Philippe Tanguy. Stéphane Rosès, ça donne un petit peu l'ambiance qu'il y a en ce moment au Parlement. C'est vrai que chacun a sa proposition sur le pouvoir d'achat. Par exemple, la France Insoumise qui veut absolument mettre le SMIC à 1500 €. C'est très très compliqué. Est-ce que, et pour répondre à la question que l'on pose à nos auditeurs, Stéphane Rosès, est-ce que sur cette loi du pouvoir d'achat qui va redonner un peu d'air, je l'espère, aux Français, est-ce qu'il ne faudrait pas que les députés de l'opposition et les députés de la majorité s'entendent et trouvent des compromis, Stéphane Rosès? Vos auditeurs disent oui, il le faut, près des 2/3, c'est une consultation d'auditeurs. Olivier Véran, ministre responsable des relations au gouvernement, a dit qu'il était favorable à des voies d'accord pour travailler avec les oppositions. Derrière ça, il y a une bataille politique. L'inquiétude des Français est telle qu'ils pensent qu'il faut vite avancer sur la question du pouvoir d'achat. Ensuite, il y a le contenu. Et là, il y a clairement, on l'a entendu au travers de la voix du député RN, il y a deux stratégies très différentes. Elles visent chacune a indiqué qu'on serait le meilleur opposant, c'est-à-dire sur un sujet de nécessité comme le pouvoir d'achat, celui qui ferait avancer le contenu du projet de loi dans la meilleure direction. Jean-Luc Mélenchon est sur une stratégie, je dirais, batailleuse, de mouvement, pour montrer que c'est lui qui occupe la scène, le terrain. Marine Le Pen, depuis de nombreuses années, est elle sur une stratégie étapiste, marche après marche, faire la démonstration qu'elle est une opposition nationale, sociale, responsable et au fond celle qui souhaite et peut remplacer Emmanuel Macron à l'Élysée. Et on le voit là clairement. Le gouvernement a intérêt à ce que les oppositions ne se coalisent pas contre lui et les oppositions sont dans une concurrence où, au fond, spontanément, il pourrait, sur certains sujets, se retrouver contre le gouvernement pour faire avancer des propositions, mais sans doute que politiquement, ils ne le souhaiteront pas pour ces raisons. Oui, alors on a vu qu'il y a quelques jours, sur le projet de loi Covid, il y a un article qui n'est pas passé, c'était le rétablissement du pass sanitaire aux frontières.
Est-ce que, et là aujourd'hui il y a la loi sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat, est-ce que ça ne présage pas de mauvais signaux, de mauvais signes pour l'avenir dans le fonctionnement que va être ce Parlement dans ce quinquennat? Finalement, on va se retrouver dans un quinquennat où on n'avancera jamais sur les projets de loi parce que ça va prendre du temps, parce que comme vous l'avez dit, chaque député, chaque mouvement politique va montrer que c'est lui le meilleur opposant à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut être pessimiste, Stéphane Rosette? Est-ce que ça va pas être un quinquennat qui va tourner au ralenti, voire ne pas tourner du tout? Vous avez raison de citer le précédent où une majorité impose un arrêt au gouvernement. Mais sur le pouvoir d'achat, les choses sont un peu plus compliquées à justifier. Et donc, je pense que les oppositions français, enfin NUPS et Rassemblement National auront plus de mal. Alors, LR, eux, ils ont leur propre stratégie, également d'alternatives. Et au fond, on s'aperçoit que les choses sont plus lentes, plus compliquées pour le gouvernement, mais que la seule abstention d'une opposition permet au gouvernement d'avancer. Mais évidemment, c'est beaucoup plus lent. Là, on a vu la bataille d'amendements. Ils en sont encore au premier article. Ah oui, c'est très compliqué. Hein. Il y en a 20, je le rappelle. Caroline Pilastre, juste après René Chiche. Et vous, appelez-nous au 0826 300 300. Est-ce que les députés ne devraient pas trouver des compromis sur ce projet de loi pouvoir d'achat? Caroline Pilastre. Comme nos auditeurs, j'ai répondu oui. Pour avancer dans le bon sens, le bien commun, celui de la collectivité, de nous tous, il faut faire des compromis. Mais rappelons, en dehors d'LFI, qui est dans une stratégie assez particulière, en rébellion constante, dans l'invective permanente de la majorité et des autres groupes d'opposition, que toute l'opposition, par la force des choses, n'est pas la majorité. Donc ils ont aussi des choses différentes à proposer qui étaient dans leur programme, que ce soit pour la présidentielle ou les législatives. Il faut aussi que la majorité mette de l'eau dans son vin et accepte les compromis en retour pour que ça puisse marcher. Parce que si des bonnes idées sont données par LFI, le RN, les LR, enfin la NUPES en règle générale, pardon, parce que j'oublie toujours, je mets LFI en priorité, puisque ce sont eux les chefs malgré tout de cette coalition, propose des choses qui avancent dans l'intérêt de tous, il faut aussi que la Macronie l'entende et arrive à faire des compromis. Donc je pense que ces concessions doivent être dans ces deux sens-là. Maintenant, évidemment que je rejoins monsieur le politologue, s'il y a blocage régulier sur des amendements importants, principaux pour nous tous, la Macronie sera obligée d'utiliser le 49.3. Sauf qu'il y a une limitation dans le 49.3. Il ne peut pas être utilisé à outrance. Que va-t-il se passer dans un an? Ça sera la dissolution. J'espère qu'on n'en arrivera pas là non plus. Alors, René Chiche. Oui, alors... Aussi pessimiste que Caroline Pilastre Non, pas vraiment. Parce que d'abord, j'ai entendu Marine Le Pen, hier soir, qui a dit qu'elle était prête à signer... à approuver la loi. La loi sur le pouvoir d'achat, Elle a dit, je pense d'abord aux Français, il faut trouver des compromis. Donc c'est quand même important. C'est quand même un discours quand même qui prouve qu'elle est prête à des compromis, voire à soutenir le gouvernement, même si elle a dit qu'il fallait un peu amender. Donc, il y a quand même un progrès. Puis je pense que d'abord, on rentre maintenant dans une sorte de république du compromis, parce qu'en fait, les élections législatives, c'est quoi? C'est en fait une proportionnelle non officielle. Maintenant, tous les partis sont... représentés à juste titre d'ailleurs au Parlement. On a un Parlement maintenant qui est beaucoup plus actif, qui s'invective, qui dialogue, qui débat. Alors effectivement, il y a la NUPS avec la majorité LFI qui est un peu spéciale. D'ailleurs, on n'entend pas du tout parler des députés socialistes, communistes ou écologistes de la NUPS. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un débat parlementaire certes compliqué, mais que je pense sur certains grands sujets, comme l'a dit monsieur d'ailleurs Rosès, comme par exemple le pouvoir d'achat, qui est un sujet très sensible. Je pense que là, à la fois le RN et même une grande partie des LR vont voter pour la loi du pouvoir d'achat, parce que devant leurs électeurs, et vu la situation très difficile de beaucoup de Français au niveau financier et social, ils n'auront pas d'autre choix. Effectivement, Caroline a raison, il faut aussi bien sûr que la majorité relative fasse un effort de son côté. Mais par exemple, sur la question de la prime, la fameuse prime Macron, je ne sais plus comment on peut l'appeler,
Qui peut refuser une prime? Demandez à un Français moyen aujourd'hui de refuser une prime de 4 000, 5 000 euros par an, même s'il n'y a pas de cotisation, etc., comme le conteste la France Insoumise. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la prime en fumage. Excusez-moi, c'est se moquer du monde, justement, des Français moyens qui seront très heureux de toucher une prime, même s'il n'y a pas de cotisation. Donc je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère politique. C'est une république du compromis, du dialogue. Et alors je termine là-dessus, après j'aurais terminé. Effectivement, si à un moment donné ça bloque, c'est même pas le 49.3. Ça va être une dissolution, tout simplement. Justement, c'est la question que je voulais poser à Stéphane Rosès, qui est avec nous. Si ça continue comme ça, elle sera inéluctable, la dissolution dans un an? Il le fera, selon vous, oui, Emmanuel Macron? Elle sera inéluctable, mais forcément, cette décision prise par le président Macron, il devra y réfléchir très nettement. D'autant qu'il me semble que la stratégie du RN est la plus adaptée à l'état d'esprit des Français. Les Français sont très inquiets sur presque dans tous les domaines de la vie. Et au fond, le meilleur opposant pour les Français, c'est pas tant celui qui dit « je m'oppose, j'existe face au gouvernement » que celui qui est utile pour faire avancer les choses dans le bon sens. S'il s'instaure pour le fait de faire passer ses projets, un jeu entre la majorité et un RN qui choisit un ou deux thèmes et qui ensuite pourra se prévaloir du fait qu'il a fait avancer concrètement les choses, que le Parlement n'est pas un cirque, mais comme l'a dit monsieur et l'intervenant antérieur, c'est-à-dire que la nouveauté de la période politique, c'est qu'autrefois, le débat était entre l'Élysée, Matignon, Bercy, Bruxelles et Berlin. Les raisons de la présidentielle et des législatives font que dorénavant, le débat national, les questions de souveraineté, d'efficacité, se passent à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire un phénomène de repolitisation du pays sur des choses très concrètes et prosaïques. Et de ce point de vue-là, le danger, me semble-t-il, pour la majorité, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Et s'il devait y avoir dissolution, le président Macron devrait réfléchir très précisément. Au fond, on comprend que le président s'interroge sur l'état du pays, il s'interroge sur l'environnement européen, sur la guerre en Ukraine, et je pense qu'il avance un peu en tyran, c'est-à-dire qu'il va être dorénavant très pragmatique, il ne sait pas très bien, comme les Français, où nous allons, mais il va essayer d'explorer toutes les situations avant, me semble-t-il, la dissolution, parce qu'il y a 5 ans, il avait dit qu'il voulait faire reculer à l'époque le Front National. Dès le premier tour des législatives, la force qui était montante, c'était le Rassemblement national. Allez, on va se retrouver dans quelques instants et on poursuit le débat avec vous, Stéphane Rosès, avec Caroline Pilastre et René Chiche. La question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, loi sur le pouvoir d'achat, les députés de l'opposition doivent-ils trouver des compromis? La tendance qui commence à s'inverser, c'est non maintenant, non à 55%. Vous continuez de voter et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Tiens, Corinne de Chamonix, on va la retrouver dans quelques instants pour le débat. Tout de suite. Les vraies voix, dernière partie avec René Chiche, Caroline Pilastre, notre invité Stéphane Rosès qui est avec nous, président de CAP et enseignant à Sciences Po. On vous pose cette question, loi sur le pouvoir d'achat. Les députés doivent-ils trouver des compromis? Vous dites non sur le compte Twitter de Sud Radio, non à 55%. Vous continuez de voter, on fera un point sur le score final du coup sur les réseaux sociaux. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300. J'aimerais vous entendre sur ce sujet, sur notre débat. Corinne est avec nous, Corinne qui nous appelle de Chamonix. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix et tous les auditeurs et merci de me laisser la parole. C'est un plaisir Corinne. Alors moi je pense qu'il faut faire des compromis mais pas à n'importe quel prix parce que moi déjà le monsieur là qui dit des primes de 5 000 euros, bon il n'y en a pas beaucoup hein,
pense pas. Ah, elle était de 1 000 euros la prime Macron, elle a été triplée, elle est à 3 000 euros. Oui, oui, non, mais enfin, il faut pas vivre dans le pays des bisounours, ça non plus. Alors moi, les primes, ras-le-bol, hein. Les primes, ça fait 30 ans, hein. Soit c'est McKinsey qui a dû préparer les primes, hein. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, j'avais prime chaussures, prime vêtements, prime bâton, prime langue, prime machin, et à la retraite, vous n'avez plus rien. Hein, donc, parce que c'est que des primes, donc ça a tué les syndicats. Hein, donc c'est pour ça qu'ils deviennent un peu bolcheviques, parce que tellement qu'on leur laisse plus le droit de parler. Donc la prime Macron, non. Déjà. Enfin non, mais ça ferait du bien à beaucoup, ça ferait du bien à beaucoup de Français, Corinne, quand même. Oui, vous mais reconnaissez. faut faire de la pédagogie. Vous êtes journaliste. Faut leur expliquer que c'est un coup. Ah oui, oui, bien sûr. Quand vous avez un chèque de 100 euros, vous faites un plein, et vous en avez encore 6 dans le mois à faire. C'est un coup. Un coup, ben, c'est qu'un coup. Et que si le salaire de base augmente progressivement, bien sûr qu'il ne faut pas augmenter les machins, mais de voir des accords pour monter le salaire de base, parce que tous ces gens-là qui vont avoir la prime Macron, ben, il y en a qui ont des dettes, ils vont les payer, donc pas de croissance, ça va rien leur apporter de plus parce qu'ils vont encore crever que ça. Et à la retraite, ils vont toucher 900 euros, comme les femmes de ménage, on leur a fait ça. Hein, des tiers-temps, Carrefour, les caissières, tiers-temps, des primes machin, des primes trucs, et elles arrivent avec 900 euros. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'avec la prime, on cotise pas, hein, René Chiche. Hein. C'est ça compte pas. Non. Comment s'appelle l'auditrice? Elle s'appelle Corinne. Corinne, excusez-moi. Elle a pas tort. Non, mais attendez, je dis pas que la prime, c'est le Graal, exactement. Mais d'après les discussions que j'ai eues avec certaines personnes, le fait d'avoir une prime par son employeur de 3 000, 4 000, ça peut arriver, hein, 5 000, hein, je suis désolé, dans un truc. Non, je termine, c'est un plus. Oui. Mais je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit être... Je ne vous dis pas que c'est un plus, c'est qu'il faut éduquer les gens à leur dire qu'il faut vivre de leur travail. Exactement, je rejoins Corinne. Un moment, il y a tout à restructurer. Il y a tout à faire. Il y a des infirmières, des pompiers, tout le monde. C'est vrai, mais c'est ponctuel. Et donc, tu cotises pas pour la retraite. Les gens veulent une augmentation de salaire, même si on nous dit que ça coûte un pognon de dingue. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce que dit Corinne, elle a raison. Les gens veulent vivre décemment de leur salaire. Je suis en train de dire que ce n'est pas le Graal. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une augmentation de salaire. Mais je trouve que dire... C'est une bonne chose sur le principe. Mais c'est une très bonne chose. Mais c'est ponctuel. C'est éphémère, c'est temporaire. Tu vois ce que je veux te dire? Si on prend un salarié de Sud Radio ici, si demain le directeur de Sud Radio dit à ses employés, vous allez recevoir une prime de 3-4 000 euros, je pense que les salariés vont être contents. Évidemment, tu vas pas dire non, tu refuses pas. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des discussions sur des hausses de salaire. Mais une prime, ce n'est pas anti-travail. Une prime fait partie du travail. C'est une sorte de bonification pour un travailleur, pour un collaborateur. Il n'y a absolument rien, je trouve, de négatif dans le fait d'obtenir une prime. Pour résumer, c'est qu'entre la prime Macron et les chèques alimentaires, c'est ponctuel, c'est un petit sparadrap, c'est un petit pansement, mais il faut voir plus. Oui. Je veux répondre. Non, mais c'est fou ce qu'il dit ce monsieur. Archi faux. Je vais vous dire une chose, on vit dans une société. Maintenant, on veut l'individualiser. C'est ce que vous nous dites. Une prime. Allez, tu vas avoir 4 000, 2 000, 200, 100, on s'en fout. Non. La vie, c'est du collectif. Macron n'est pas dans le collectif, il est dans l'individuel. Tu nais seul et tu meurs seul. Quand vous avez une prime de 4 000, vous n'avez pas de cotisation, donc les infirmières peuvent toujours crever. Les gens du Covid peuvent crever, les pompiers peuvent crever, puisque ça va nous coûter 40 milliards, alors que chaque année, il n'y a que 5 milliards donnés pour les pompiers, mais ça peut crever. L'éducation, ça peut crever. Les flics, ça peut crever. Tout peut crever. Donc, il n'y a pas de cotisation, donc on va laisser encore le service public qui fait l'union. Parce que moi, je ne suis pas dans le service public, qui fait l'union d'une société. Vous allez encore enlever des cotisations et encore les paupériser. Et encore, ce sera le privé qui va arriver là-dessus. Et voilà. Et la cohésion sociale, parce que pourquoi est partie la cohésion sociale? On n'a plus de bureau de poste. Nous, à Chamonix, il y a plein d'étrangers. Moi, j'ai des propriétaires, ils sont italiens. On a enlevé les impôts. Alors qu'ils doivent aller au bureau d'impôt, il faut qu'ils aillent à Bonneville. Non, mais vous voyez, mais vous imaginez, c'est ça la cohésion sociale. Et monsieur, vous êtes fou, à long terme, vous êtes perdant avec votre prime à 4 000 ou 5 000 euros. Vous êtes perdant dans la vie de société. Voilà, la société doit se faire ensemble, avec des cotisations. Maintenant, si nos politiques ne savent pas dépenser les sous à bon escient, c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Alors, René Chiche meurt d'envie de vous répondre. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. J'aimerais poser une question au politologue Stéphane Rosès qui est avec nous. Mais c'est pas grave, je vais vous donner le numéro de René Chiche. Corinne, vous allez finir de le convaincre ce soir, je pense. Hein, voilà. Je crois qu'on s'est pas bien compris. Bon. Oui. Stéphane Rosès, juste sur ce projet de loi pouvoir d'achat. Est-ce que vous voulez réagir sur ce qu'a dit Corinne, Stéphane Rosès, non, mais je pense sur la prime Macron. Sur le fond.
Je ne pense pas qu'il y ait sur le fond d'opposition Tout à entre fait. M. Schiff Exactement, et M. Rosès. Corinne. Ouais. C'est-à-dire que la prime répond à un objectif absolument immédiat parce qu'il y a vraiment des Français qui sont dans une situation terriblement difficile. Et Madame Corinne, vous avez raison, le rapport des Français au collectif, au social, au service public, c'est un modèle. Et les Français ont le sentiment que le modèle français s'est délité ces dernières années. Alors il faut essayer de répondre aux situations de court terme, mais aussi d'essayer de remettre un modèle français modernisé, collectif, où le travail soit une valeur centrale et où sur les territoires, il doit y avoir une présence de la République, des services publics. Donc, nous sommes d'accord. Mais l'échange est intéressant, y compris les variations des auditeurs consultés par Sud Radio. La nouveauté de la période, c'est une inquiétude généralisée. Spontanément, quand quelque chose ne va pas en France, on se tourne vers les politiques. Et la pandémie, la situation actuelle, les Français un peu ébahis ont réalisé l'état d'affaiblissement de notre pays, qui est sans doute pas imputable seulement à Emmanuel Macron, dont les origines remontent beaucoup plus loin, mais on voit qu'il y a une aspiration des Français à se rassembler autour de ce qui les unit quand ils ont le sentiment qu'au quotidien, c'est la loi du plus fort, la loi du plus riche, la loi du plus débrouillard, et c'est vraiment pas la tradition française. Dans les traditions anglo-saxonnes, c'est la norme. La tradition française n'est pas celle-là. Et d'ailleurs, je parlais pas mal tout à l'heure du Rassemblement national, c'est ce qui a obligé le Rassemblement national à revenir sur des orientations plus républicaines, nationales et sociales, mais ça en fait dès maintenant, au fond, une alternative et les désaccords au sein des oppositions sur la façon de se comporter à l'égard de la majorité présidentielle. Merci à vous Stéphane Rosès, merci président de CAP, enseignant à Sciences Po, merci infiniment Stéphane Rosès, merci à Corinne, merci d'avoir débattu avec nous ma chère Corinne. On va se retrouver dans quelques instants avec Esteban Ragna. J'aimerais juste faire un point sur le sondage projet de loi sur le pouvoir d'achat, les députés doivent-ils trouver des compromis? Eh bien vous dites non à 60%.